Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés de l'eau et nous allons commencer par vous rappeler de la liaison hydrogène parce que la liaison hydrogène est responsable de beaucoup des propriétés ou de beaucoup de caractéristiques de la molécule de l'eau. La molécule de l'eau est fortement polaire. Pourquoi? Parce que l'atome d'oxygène a une électronégativité qui est bien plus haute que l'électronégativité de l'atome de l'hydrogène. Alors, les électrons vont graviter autour de l'atome de l'oxygène plus longtemps qu'ils gravitent ou tournent autour du noyau des atomes de l'hydrogène. Donc, l'atome d'oxygène va avoir une charge partiellement négative, alors que l'atome d'hydrogène va avoir une charge partiellement positive. Et donc, la molécule est polarisée ou polaire. Mais le fait que la molécule de l'eau est asymétrique, comme c'est écrit ici, c'est un sujet de controverse parce qu'il y a des savants qui considèrent la molécule d'eau asymétrique et parce qu'il y a un angle d'à peu près 140 degrés entre les deux liaisons d'hydrogène qui s'y trouvent, euh, entre les deux liaisons covalentes entre l'hydrogène et l'oxygène, et il y en a d'autres qui considèrent la molécule symétrique parce que l'atome d'oxygène est lié à deux atomes d'hydrogène et que la différence d'électronégativité est la même entre l'atome d'oxygène et chacun des atomes d'hydrogène. Ici, nous voyons deux molécules d'eau et nous voyons ici l'atome d'hydrogène qui a une charge partiellement positive et l'atome d'oxygène qui a une charge partiellement négative. Et nous voyons une liaison hydrogène entre cet atome d'hydrogène de la molécule à droite et l'autre atome d'oxygène de la molécule à gauche. Donc, il faut bien remarquer que entre les molécules, nous avons des liaisons hydrogènes. Mais à l'intérieur de la molécule, nous avons des liaisons covalentes, c'est-à-dire entre l'oxygène et l'hydrogène, nous avons une liaison covalente dans la même molécule. Mais entre l'hydrogène d'une molécule et l'oxygène d'une autre molécule, nous avons une liaison hydrogène. Cette liaison hydrogène, on l'appelle une liaison intermoléculaire parce qu'elle se trouve entre deux molécules différentes, alors que ces liaisons covalentes, on les appelle des liaisons intramoléculaires parce qu'elles se trouvent à l'intérieur d'une molécule, de la même molécule. Donc, la molécule d'eau est une molécule à liaison covalente polaire. Donc, chacune de ces liaisons covalentes est polaire parce qu'il y a une différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène. Et donc, l'atome d'hydrogène est partiellement positif et il est attiré à l'atome d'oxygène qui est partiellement négatif. Mais pour faire cette liaison hydrogène entre les deux atomes, on doit avoir deux molécules différentes. Donc, on ne peut pas avoir de liaison hydrogène sans avoir des molécules différentes avoisinées. Alors, c'est ça ce que l'on appelle une liaison hydrogène et on en a parlé beaucoup dans des vidéos précédentes.
Cette liaison hydrogène entre les molécules différentes de l'eau représente une force d'attraction. Et cette force d'attraction est présente entre des molécules d'eau qui sont adjacentes. Et cette force d'attraction, à cause de la liaison d'hydrogène, comme on va l'expliquer tout à l'heure, est à l'origine de toutes les propriétés très particulières de l'eau ou les propriétés uniques de l'eau qui sont essentielles à la vie sur la Terre. La première propriété ou caractéristique dont on va parler, c'est la chaleur massique élevée. C'est-à-dire que cette caractéristique ou propriété chimique qui est là, ou propriété physique d'ailleurs, ce qui est la chaleur massique, est élevée pour l'eau, bien plus élevée que pour les autres matières sur la Terre. Donc, l'eau possède une capacité thermique massique élevée. Qu'est-ce que c'est que la capacité thermique massique? La capacité thermique massique est la quantité de chaleur qui est absorbée par 1 gramme d'une substance pour élever sa température par 1 degré Celsius. Donc, la quantité de chaleur qu'un gramme d'une substance spécifique absorbe pour que sa température devienne plus haute par 1 degré Celsius seulement est appelée la chaleur massique ou la capacité thermique massique. La capacité thermique massique de l'eau est si élevée qu'elle est 4 fois supérieure à la chaleur massique des métaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous avons 1 gramme d'eau et 1 gramme d'un certain métal, l'eau va absorber une quantité de chaleur qui est 4 fois la quantité de chaleur absorbée par le métal pour que sa température soit plus haute d'1 degré Celsius seulement. Donc, quand l'eau possède une capacité thermique massique élevée, cela veut dire qu'il y a une raison pour ça. Qu'est-ce qu'est la raison pour avoir une capacité thermique si élevée? Ce sont les liaisons entre les molécules. Pourquoi? Parce que si on a des liaisons hydrogène entre deux molécules, cela veut dire que pour que la température de l'eau augmente, c'est-à-dire que l'énergie des molécules doit augmenter. Donc, on doit tout d'abord séparer les molécules, c'est-à-dire briser ces liaisons hydrogènes-là qui se trouvent entre les molécules de l'eau avant que ces molécules-là puissent acquérir assez d'énergie thermique pour augmenter leur énergie kinétique parce que la température dépend de l'énergie kinétique. Et pour que la température de l'eau soit plus haute, donc les molécules doivent avoir une énergie kinétique plus élevée et elles doivent bouger plus rapidement. Mais pour bouger, il faut d'abord rompre ou briser ces liaisons hydrogènes. Donc, n'importe quelle quantité d'énergie thermique que vous allez fournir à l'eau va être tout d'abord, ou une partie de cette énergie thermique va être utilisée pour rompre ou briser ces liaisons hydrogènes tout d'abord et ensuite sera utilisée pour augmenter la température des molécules de l'eau en augmentant l'énergie kinétique de ces molécules. Donc, l'eau possède une capacité thermique massique élevée parce que ces molécules sont liées entre elles par des liaisons d'hydrogène. Et donc, quand on chauffe
l'eau pour élever sa température ou pour augmenter sa température, une grande partie de l'énergie thermique fournie à l'eau va servir tout d'abord à casser ou briser ces liaisons hydrogènes avant d'accélérer les molécules pour pouvoir augmenter la température de l'eau. Donc, puisque l'eau a besoin d'une très grande quantité d'énergie thermique pour élever sa température, donc par conséquent, elle va résister le changement de température. C'est-à-dire qu'il est plus facile à un métal d'avoir sa température augmentée que pour l'eau. Et cela veut dire que les grandes étendues d'eau qui se trouvent sur la Terre sont plus résistantes aux variations de température parce que pour qu'elles augmentent leur température par 1 degré Celsius seulement, elles doivent absorber une quantité d'énergie thermique qui est 4 fois la quantité nécessaire à un métal. Et donc, la température de l'eau et des grandes étendues d'eau est plus stable que la température des métaux, par exemple. Et c'est pour ça que les biomes marins présentent les températures les plus stables. Non seulement elles ont des températures stables, mais aussi elles tempèrent également le climat des terres avoisinantes. On ne va pas expliquer tout ça en détail, mais c'est logique parce que si les biomes marins ont une température stable, donc le transfert d'énergie de la terre à la mer ou dans le côté opposé, ce sera un transfert équilibré et lent et non pas un transfert rapide. Donc, si la température des grandes étendues d'eau est stable, donc la température des terres avoisinantes, elle aussi, sera stable. La deuxième caractéristique de l'eau, c'est la chaleur de vaporisation. Pour la même raison et à cause de la présence des liaisons hydrogènes, la chaleur de vaporisation de l'eau est élevée. Au début, on doit expliquer ce que c'est que la chaleur de vaporisation. La chaleur de vaporisation, c'est l'énergie thermique qui est nécessaire pour transformer 1 gramme d'eau liquide en vapeur. C'est-à-dire si vous avez une quantité d'eau liquide dont la masse est 1 gramme, pour la convertir ou la transformer de l'état liquide à l'état gazeux, la quantité d'énergie thermique qui est nécessaire est la chaleur de vaporisation. Mais pour la même raison, pour la présence à cause de la présence de ces liaisons hydrogènes. Vous savez bien que quand nous avons ces liaisons hydrogènes intermoléculaires entre les molécules de l'eau, l'eau sera dans un état liquide parce que les forces d'attraction sont assez fortes. Elles ne sont pas très fortes, elles sont moins fortes que celles des liaisons covalentes, mais elles sont assez fortes et les distances intermoléculaires ne sont pas très grandes. Mais pour transformer ces molécules d'eau qui sont dans l'état liquide à des molécules d'eau qui sont dans l'état de vapeur ou l'état gazeux, donc il faut briser ces liaisons-là. Donc, une partie de l'énergie thermique sera au début utilisée pour rompre ces liaisons et ensuite permettre aux molécules d'eau de se transformer en vapeur. Donc, la présence de ces liaisons hydrogènes fait que la chaleur ou que l'énergie thermique nécessaire qui doit être fournie à une certaine quantité d'eau est plus élevée que dans les autres matières. Donc, en raison des liaisons hydrogènes, la chaleur de vaporisation de l'eau est plus élevée parce que l'évaporation de l'eau
nécessite l'absorption de quantités de chaleur qui sont relativement plus grandes ou plus importantes. Et c'est pour cela que quand on a de la sueur sur la peau, l'évaporation de la sueur va absorber de l'énergie thermique de votre corps pour transformer l'eau dans la sueur en vapeur et alors l'évaporation de la sueur absorbe de l'énergie thermique de votre peau et va refroidir votre peau. Nous avons aussi expliqué en détail dans la vidéo précédente que l'eau était un solvant universel. Et la cause de ça, c'est la forte polarité de l'eau. Donc, si nous avons une substance ionique ou chargée ou polaire, comme par exemple ici, nous avons une molécule ionique qui est le chlorure de sodium, donc l'eau est capable de dissoudre le chlorure de sodium. Pourquoi? Parce que autour du chlorure et autour du sodium, nous aurons une couche d'eau qui s'appelle la couche d'hydration. Et dans cette couche-là, nous allons voir que le chlorure est entouré des atomes d'hydrogène qui sont partiellement positifs, alors qu'ici, le sodium sera entouré des atomes d'oxygène de l'eau qui sont partiellement négatifs. Donc, il y aura des forces électrostatiques entre les ions du chlorure de sodium et les molécules d'eau qui sont dans les couches d'hydration autour de chacun d'eux. Et alors, ici, la présence de l'eau a aidé à séparer le l'ion de sodium de l'ion de chlorure et donc a aidé à disperser les deux ions et à les séparer, et c'est ça la dissolution. Euh, une autre caractéristique de l'eau très particulière, c'est la densité de l'eau. Nous allons voir et nous savons tous que la glace est moins dense que l'eau. Et c'est pour cela que dans une étendue d'eau qui est assez profonde, nous allons voir que la glace va flotter au-dessus de l'eau et va isoler l'eau liquide qui est située en dessous. Et nous allons voir pourquoi l'eau restera liquide. Mais quand la glace flotte au-dessus de l'eau et quand au-dessous de la glace, nous avons de l'eau liquide qui est assez chaude ou qui a une température plus élevée, bien sûr, que celle de la glace, cela va permettre aux organismes vivants comme les poissons, de pouvoir survivre sous ces couches superficielles gelées durant l'hiver. Et donc, la glace flottante va protéger ces organismes contre la température très basse de l'environnement. Ici, nous voyons l'eau à gauche dans l'état liquide et nous voyons la glace à droite dans l'état de la glace, c'est-à-dire dans l'état solide. Et nous allons voir alors que les liaisons d'hydrogène ici sont irrégulières et ne sont pas assez étendues, mais qu'ici, les liaisons d'hydrogène forment que les molécules de l'eau soient plus organisées et soient plus éloignées les unes des autres. Et nous voyons qu'elles forment comme un réseau hexagonal qui est plus stable que les molécules de l'eau ou que l'eau dans l'état liquide. Donc, il y aura des distances intermoléculaires plus grandes, donc le volume de l'eau sera plus grand. Donc, si vous avez 1 gramme d'eau et 1 gramme de glace, le volume de glace sera plus grand que le volume de la même masse d'eau. Et puisque la densité égale la masse divisée par le volume, quand le volume devient plus grand, donc la densité devient plus petite. Et donc la densité de la glace est plus petite que celle
de l'eau liquide et c'est pour ça que la glace flotte au-dessus de l'eau. Donc, lorsque l'eau gèle et devient de la glace, les liaisons hydrogènes, comme je viens de l'expliquer, éloignent les molécules d'eau les unes des autres et donc la distance intermoléculaire va augmenter et nous allons voir une expansion de cette masse d'eau quand elle devient de la glace. Donc, les molécules de glace, comme on vient de voir sur la diapositive précédente, forment une structure régulière, un réseau hexagonal qui est plus stable, où les liaisons hydrogènes font que les molécules sont plus stables et c'est logique parce que les molécules ont moins d'énergie, parce que la température de la glace est moins élevée que celle de l'eau liquide. Donc, les liaisons hydrogènes deviennent plus stables, elles deviennent plus régulières, alors que les liaisons hydrogènes de l'eau, comme on vient de le montrer sur le diagramme, sont instables et sont irrégulières. Ici, il y a deux diagrammes très importants qui vous expliquent le comportement de l'eau en dessous de 4 degrés Celsius. Ici, nous voyons la relation entre la température et le volume spécifique. Qu'est-ce que c'est que le volume spécifique? C'est le volume divisé par la masse. Nous voyons alors que quand la température diminue de 10 degrés Celsius à 4 degrés, nous voyons que le volume de l'eau diminue. Et ça, c'est naturel. C'est le cas dans toutes les matières. Quand la température devient plus basse ou moins haute, nous voyons que le volume diminue parce que les matières deviennent plus contractées quand elles sont refroidies. Mais ce qui est particulier pour l'eau, c'est que à une température qui est plus basse que 4, nous voyons que le volume augmente encore une fois. Quand le volume augmente encore une fois, la raison, c'est ce qu'on vient d'expliquer, la structure hexagonale de la glace où les molécules de l'eau sont plus éloignées les unes des autres. Si nous traduisons ça en forme de densité, nous allons voir que quand le volume diminue, la densité va augmenter parce que, comme on vient de le dire, la densité veut dire ou égale la masse divisée par le volume. Et quand le volume augmente encore une fois, la densité diminue. Donc, le volume minimum de l'eau se trouve à 4 degrés Celsius. Et donc, la densité maximum de l'eau se trouve à 4 degrés Celsius. Donc, cette température de 4 degrés est très importante. Et il est clair que à une température 0 degré Celsius, c'est la température de la glace, nous voyons que la densité de l'eau est moins élevée que celle de l'eau quand nous avons une température de 4 degrés. Qu'est-ce qui se passe alors au printemps quand l'hiver est terminé et quand le printemps vient, la glace va fondre parce que la température devient plus haute et donc elle devient plus dense. Pourquoi plus dense? Parce que si par exemple la température de l'eau s'élève ou augmente de 0, qui est la température de la glace, à 4 degrés, donc la densité à 4 degrés est plus haute et donc la densité devient plus grande et l'eau qui devient plus dense à 4 degrés Celsius va couler au fond du lac. Et quand elle coule au fond du lac, elle va être remplacée par l'eau qui était déjà au fond du lac, qui, elle, va s'élever à la surface de l'eau. Donc, cela va provoquer, c'est-à-dire quand la glace fond, cela va provoquer une circulation de l'eau dans toute la masse de l'eau.
Et donc, à la surface, nous avons plus d'oxygène. Et donc, quand la glace fond et coule au fond du lac, elle va emporter avec elle l'oxygène de la surface. Il va être acheminé vers les profondeurs. Alors que l'eau au fond va remplacer la glace qui a fondu, et cette eau qui était au fond contient des nutriments qui sont libérés par l'activité des bactéries décomposantes. Et donc, ces nutriments-là vont remonter vers les couches supérieures du lac, et ce cycle de nutriments et d'oxygène qui se passe au printemps, on l'appelle le brassage printanier, et ça, c'est une étape très importante du cycle de vie d'un lac. Pourquoi? Parce que l'oxygène va être acheminé vers le bas, et cet oxygène est très important pour les bactéries décomposantes qui se trouvent au bas, et en même temps, les nutriments vont monter à la surface, et donc ce cycle-là est très important pour la vie des organismes qui se trouvent dans le lac. Et quand ces nutriments-là montent à la surface, ils sont utilisés par des poissons et par des organismes vivants différents. Ici, nous voyons comment la glace est présente à la surface et comment l'eau qui a une température de 4 degrés Celsius est présente au-dessous. Et ça, c'est logique parce que la densité de l'eau à 4 degrés Celsius est plus élevée que celle à 0, qui est la température de la glace. La présence de cette eau chaude en bas de la glace permet à ces poissons-là de vivre d'une façon normale, même pendant l'hiver et même dans les pays très froids où la température de l'environnement est -5 ou même -10 degrés Celsius. Ici, nous voyons la différence entre les différentes couches de l'eau pendant l'été à gauche et pendant l'hiver à droite. Pendant l'hiver, comme je viens de l'expliquer, la couche supérieure, parce qu'elle est très proche de l'environnement où la température est négative, nous voyons que la température des couches supérieures est à peu près 0 degré. Et donc, la densité à 0 est plus ou moins élevée que la densité à 4 degrés. Donc, les couches inférieures qui sont dont la température est plus haute que la glace sont plus denses, et donc elles coulent au fond. Et la couche qui a la température de 4 degrés Celsius est la couche qui a la densité la plus grande, et donc toutes les couches sous la glace seront plus chaudes et seront très favorables aux poissons et aux êtres vivants qui sont sous la couche de glace. Pendant l'été, la température de l'environnement, de l'air ici, au-dessus de cette surface profonde d'eau, s'élève, et donc la glace fond. Et quand la glace fond, sa température s'élève graduellement jusqu'à obtenir ou acquérir une température de 4. Donc, elle s'élève de 0 à 4. Quand elle aboutit à 4 degrés Celsius, elle va couler au fond. Et donc, nous allons voir que la couche inférieure va avoir une température de 4 degrés, alors que les températures les plus hautes, dans ce cas-là, seront moins denses, parce que nous avons vu dans le diagramme précédent, par exemple, que la densité à 8 degrés Celsius est à peu près égale à la densité à 0. Donc, la densité de cette couche à 8 degrés Celsius, ou dont la température est 8 degrés Celsius, est une densité moins élevée que celle à 4 degrés. Et donc, cette fois-ci, pendant l'été,
La couche qui flotte sur la surface, c'est la couche dont la température est 8 degrés Celsius. Et entre les deux, euh, normalement, ou bien sûr, nous allons avoir cette diminution graduelle de la température. Maintenant, nous allons parler d'une propriété très importante de l'eau qui est la cohésion et l'adhésion. Nous allons parler de l'adhésion au début. Qu'est-ce que c'est que l'adhésion? C'est la force d'attraction entre des molécules de substances différentes. Mais la cohésion, c'est la force d'attraction entre des molécules de la même substance. Par exemple, ici, c'est un vaisseau, que ce soit un vaisseau sanguin ou un vaisseau capillaire. Nous voyons que nous avons deux molécules d'eau. Cette force d'attraction entre les deux molécules qui est faite à cause de la liaison hydrogène représente une force de cohésion, alors que l'attraction entre la molécule de l'eau et les parois du vaisseau, parce que le vaisseau est fait d'une matière différente de l'eau, donc ce n'est plus une force de cohésion, mais c'est une force d'adhésion parce que les deux matières, l'eau et la matière, que ce soit une glace ou par exemple que ce soit du verre, pardon, ou que ce soit un vaisseau sanguin, ce sont des matières différentes et alors il y a une force d'adhésion. Il est important de noter que la force de cohésion entre deux molécules d'eau est à cause de ces liaisons hydrogènes. Quelle est l'importance de la cohésion entre les molécules d'eau? Quand vous avez une colonne d'eau qui est à l'intérieur d'un vaisseau de xylème, par exemple, cela veut dire que cette cohésion-là va entraîner une continuité de la colonne de l'eau à l'intérieur du xylème. Et ça, c'est très important parce que si les molécules d'eau ne sont pas continues ou si la colonne d'eau n'est pas continue, donc il y aura des bulles d'air entre les molécules d'eau et cela va rompre la continuité et va empêcher la colonne d'eau de s'élever dans le vaisseau xylème. Le vaisseau xylème ou du xylème, c'est le vaisseau qui transporte l'eau à l'intérieur de la tige de la plante et des différentes parties de la plante et nous allons le voir sur le diagramme dans la diapositive suivante. Mais aussi l'adhésion est importante parce qu'elle permet aux molécules d'eau de s'attacher à la paroi du xylème et donc de tirer la colonne de l'eau vers le haut contre la gravité. Et donc ici, nous voyons cette animation et nous agrandissons cette partie. Ça, ce sont les vaisseaux xylème. Les vaisseaux xylème sont des vaisseaux qui portent l'eau des racines aux feuilles et l'eau est transportée contre la gravité. Donc, il est très difficile de transporter l'eau contre la gravité de façon théorique, mais de façon pratique dans la vie, non, cela n'est pas difficile et cela est fait sans consommation d'énergie. Pourquoi? À cause de ou grâce aux forces de cohésion et les forces d'adhésion. Les forces de cohésion, comme vous le voyez sur le diagramme, entre les molécules de l'eau, vont permettre à cette colonne d'eau de rester continue, comme vous le voyez. La continuité de la colonne de l'eau est très importante pour l'ascente de l'eau dans le xylème parce que s'il y a une interruption ici au milieu, cela va permettre à des bulles d'air d'entrer et donc cette continuité, quand elle est rompue ou brisée, cela va empêcher l'eau
d'ascendre ou de se transporter contre la gravité. De même que les forces d'adhésion entre les molécules de l'eau et les parois du vaisseau de xylème sont très importants parce qu'elles empêchent la molécule de l'eau ou elle empêche la colonne de l'eau de tomber vers la direction de la gravité ou sous l'effet de gravité. Donc, pourquoi est-ce que l'eau est facilement transportée dans le xylème sans consommation d'énergie contre la gravité grâce à ces deux forces-là? La cohésion qui va rendre ou qui va protéger la colonne de l'eau pour qu'elle reste continue et l'adhésion qui va attacher les molécules de l'eau aux parois des vaisseaux et donc les empêcher de tomber sous l'effet de la gravité. Donc ça, c'est le vaisseau xylème et nous voyons comment l'eau va monter dans une seule direction contre la gravité aidée par les forces de cohésion et d'adhésion. Alors qu'il y a d'autres vaisseaux dans les tiges de la plante qui s'appellent les vaisseaux de phloème et ces vaisseaux-là, ils transportent quoi? Ils transportent de l'eau et des nutriments. Les xylèmes, ils transportent de l'eau et du sel, par exemple, qui vient du sol, mais les phloèmes, ils transportent, eux, les nutriments qui ont été synthétisés par les feuilles pendant la photosynthèse. Et donc, selon la position des feuilles, vous pouvez voir que le liquide ou l'eau qui contient les nutriments peut passer du bas, de la partie inférieure de la tige vers le haut ou dans la direction opposée. Mais le transport de l'eau et des nutriments dans le phloème est un processus actif qui demande beaucoup d'énergie, qui consomme beaucoup d'énergie. Euh, il y a aussi la montée de l'eau dans les tiges des plantes qui est aussi non seulement aidée par la cohésion et l'adhésion, mais elle est aussi essentiellement dirigée ou euh, commencée par la transpiration, c'est-à-dire que tout commence ici où la vapeur d'eau va s'étendre vers l'extérieur et puis nous allons voir que ces molécules d'eau qui sont perdues de la feuille vont être remplacées par des molécules d'eau qui vont monter dans le xylème, ce qui aide la montée de l'eau dans le xylème, c'est la présence d'une colonne d'eau continue à cause de la cohésion entre les molécules de l'eau et aussi la présence de la force d'adhésion, comme nous venons de l'expliquer, entre les molécules de l'eau et les parois. Et non seulement l'évaporation de l'eau ou la transpiration de la surface des feuilles de la plante vont attirer la colonne de l'eau, mais aussi elles vont attirer les molécules de l'eau de la racine, c'est-à-dire elles vont aider l'absorption de l'eau euh, dans les racines et donc c'est un cycle continu, transpiration en haut et absorption d'eau de la part des racines en bas. Il y a deux autres propriétés très importantes de l'eau, c'est la capillarité et la tension superficielle. Qu'est-ce que c'est que la capillarité? La capillarité veut dire que quand on a un vaisseau qui a un diamètre très petit, que l'on appelle un vaisseau capillaire, comme le xylème dans les plantes et comme les vaisseaux capillaires dans notre corps, la montée de l'eau contre la gravité dans ces vaisseaux de diamètre très petit est appelée la capillarité.
Donc, la capillarité est un phénomène physique où l'eau ou n'importe quel liquide va monter dans un espace très étroit ou dans un corps poreux. Parce que quand on a un corps poreux comme le sol, par exemple, les pores elles-mêmes représentent, quand elles sont placées les uns au-dessus des autres, elles vont former comme un vaisseau capillaire. Et puisque le diamètre des pores et le diamètre des vaisseaux est très petit, on les appelle des vaisseaux capillaires. Et donc, la montée de l'eau contre la force de gravité dans ces espaces étroits, dans ces vaisseaux capillaires, est appelée la capillarité et bien sûr, elle est favorisée par l'effet combiné de la cohésion et de l'adhésion. Ici, vous voyez comment l'adhésion aide la colonne de l'eau à être enlevée ou à être poussée vers le haut contre la gravité dans cette direction, mais la colonne de l'eau au-dessous de la surface, elle aussi, doit être continue à cause des forces de cohésion. Mais les forces de cohésion aussi sont montrées ici entre les molécules de la surface et font que la surface de l'eau dans un vaisseau capillaire est concave, comme vous le voyez, et nous allons l'expliquer parce que c'est la dernière propriété dont on va parler qui est la tension superficielle. Donc, on a l'adhésion qui aide la colonne de l'eau à monter et on a la cohésion entre ces molécules-là au-dessous de la surface, mais on a aussi la cohésion entre les molécules de la surface qui aident à la présence de la tension superficielle. Qu'est-ce que c'est que la tension superficielle? C'est une force physique, comme vous le voyez, qui se trouve à la surface d'un liquide seulement à la surface, et elle permet à la surface de l'eau ou de n'importe quel autre liquide de se comporter comme une membrane étendue et élastique. Et nous allons expliquer dans la dernière diapositive de cette PowerPoint que la tension superficielle vient ou origine d'un déséquilibre de force. Entre quoi et quoi? Entre les molécules à l'intérieur d'un liquide et les molécules en contact avec l'air. Ici, nous vous montrons sur le diagramme que les molécules à l'intérieur du liquide sont exposées à des forces égales de tous les côtés. Et alors, la force résultante sera zéro parce que chaque force en haut est annulée par cette force qui est dirigée en bas. Et donc, toutes les forces s'annulent et la force résultante est zéro. Alors que si nous parlons de cette molécule qui est à la surface, nous voyons qu'il y a un déséquilibre de force. Pourquoi? Parce que nous avons ici des forces qui attirent la molécule à droite vers la molécule voisine d'eau et aussi à gauche et aussi en bas. Mais si vous voyez, si vous essayez de calculer la force résultante de toutes ces forces, vous allez trouver qu'elle est une force perpendiculaire qui, bien sûr, n'est pas égale à zéro. Pourquoi? Parce que nous avons ici ces deux forces perpendiculaires. Ça, c'est leur force résultante. Ce vecteur oblique ici à droite. Et aussi, quand on parle des deux forces perpendiculaires à gauche, leur force résultante est ce vecteur. Et la force résultante des deux vecteurs obliques, c'est la force perpendiculaire que vous voyez à droite. Donc, l'effet résulte, la force résultante va attirer cette molécule à la surface vers le bas et c'est pour ça que les molécules à la surface de l'eau, parce qu'elles sont attirées vers le bas, ont cette conformation
qui apparaît concave, comme vous le voyez, parce que les molécules au milieu du liquide sont attirées de tous les côtés, alors que les molécules à la surface sont attirées d'en dessous seulement, alors que l'air n'attire pas les molécules d'eau avec la même force. L'attraction entre les molécules superficielles de l'eau et les molécules de l'air, qui sont des forces d'adhésion, d'ailleurs, sont des forces très faibles, donc elles ne vont pas annuler les forces résultantes que l'on vient de voir dans le dernier diagramme et qui poussent les molécules d'eau en bas ou vers le bas. Euh, en ayant expliqué cette partie-là, qui est la tension superficielle, nous aurons donc fini les caractéristiques de l'eau. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée utile. Et donc, si vous l'avez trouvée utile, cliquez sur like, écrivez vos commentaires, partagez-la avec vos collègues et abonnez-vous à la chaîne si vous ne vous êtes pas encore abonné. Merci et à bientôt.